Ok, du coup, je vous propose de commencer ce webinaire. Donc, merci à toutes et tous de nous avoir rejoints pour ce premier séminaire d'un cycle sur lequel on reviendra un tout petit peu à la fin. On reviendra sur les prochains événements que nous proposons au sein de la communauté des offreurs de solutions. Très rapidement, quelques petites règles. Du coup, ce que je vous propose, c'est effectivement de privilégier le chat. Les intervenants apparaîtront évidemment dans la vidéo. Et n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de vos conversations, des interventions. Je les reprendrai chaque fois. On aura un temps de questions-réponses à l'issue de chacune de nos nombreuses interventions. Programme très très riche, comme vous allez le voir sous peu. Donc c'est pour des questions de voilà, pour être un peu plus tranquille, si vous pouviez couper vos micros et ne les ouvrir que si vous voulez prendre la parole, ou que je vous donne la parole du coup, ou en écoute active si quand vous prendrez la parole du coup d'indiquer juste votre prénom et nom et de nous dire merci, comme ça on saura que une personne suivante pourra répondre éventuellement. Voilà. Encore dernière petite info avant de commencer, ce webinaire on va l'enregistrer et donc vous pourrez retrouver les informations si vous ne souhaitez pas apparaître en fait ne vous exprimez ni dans le chat ni dans la vidéo. Voilà, mais ça permettra à pas mal de participants qui n'ont pu être des nôtres aujourd'hui de retrouver les échanges que nous allons avoir. Programme chargé, je vous l'ai dit, donc il y aura un petit accueil sur la communauté des offres de solutions que je ferai rapidement. Et ensuite, différentes interventions. Ce qu'on aime bien faire au sein de la communauté dans ces webinaires, c'est de raconter une histoire. Et donc aujourd'hui, l'histoire, ça va être autour de la fabrication additive, de la conception numérique. Et donc on va une introduction par Franck Berruyer sur la chaîne de conception numérique. Et puis ensuite on enchaînera pour suivre un peu les différentes approches des offres de solutions sur le modèle physique, le modèle numérique, l'optimisation topologique, comment réussir un prototype, de la fabrication additive dans toutes les étapes de fabrication et le jumeau numérique pour la validation virtuelle de la machine. Voilà, programme chargé comme je vous l'ai dit. Du coup, je me présente rapidement. Donc, je m'occupe de l'innovation au sein DS, du groupe ES, donc filiale d'EDF. Et puis, je participe à la vie de la communauté des offres de solutions dans l'équipe cœur, comme on dit, avec un certain nombre d'intervenants, notamment Franck, Bruno, qui seront avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est cette communauté des offreurs de solutions et pourquoi on en parle? En fait, au niveau de l'État français, donc il y a un plan Industrie du futur pour aider justement les industriels à se digitaliser, se numériser pour pouvoir être plus compétitifs et notamment dans le Grand Est. Donc ce plan, il est porté au niveau de l'État en lien avec la région Grand Est et un certain nombre d'institutionnels. Au niveau de l'État, c'est avec l'Alliance Industrie du futur dont il est question dans la politique, les labellisations des offreurs de solutions notamment. Donc il y a un certain nombre d'offreurs de solutions et du coup parmi ces offreurs on a décidé de se réunir au sein d'une communauté pour apporter un certain nombre de services sur lesquels je vais revenir juste après. Et notre ambition c'est justement de sensibiliser les industriels en transformation et ce qu'on appelle des sites vitrines d'industrie du futur qui sont réalisés notamment avec des offreurs de solutions. Notre ambition au sein de la communauté, donc, c'est de fédérer des offreurs de solutions. On est sur la base du volontariat, donc ce n'est pas une association, et donc on propose un certain nombre d'actions, notamment ces webinaires. Et qu'est-ce qu'on fait? On organise des rencontres pour co-construire des projets communs. On sensibilise et acculture les parties prenantes, ce qu'on fait dans ce cadre de ce webinaire. On co-développe aussi des réponses multi-offreurs. On en prendra peut-être certainement des exemples aujourd'hui, et promouvoir notre communauté auprès de praticiens grâce à des compétences, les expertises qui sont connues et reconnues des offres de solutions qui font partie de la communauté. On a un site internet sur lequel vous êtes inscrits pour la plupart. Et on a notamment signé lors du dernier salon BE 4.0 de l'industrie du futur à Mulhouse un manifeste avec la French Fab, notamment Lila Merabé, et les offreurs pour justement montrer, expliquer comment on peut organiser ce type d'événement, des événements pour faire connaître cette industrie du futur et favoriser la rencontre entre industriels et offreurs pour justement arriver à développer des projets. Vous retrouverez sur cette charte sur notre site internet.
on publie des actualités, je vous disais avant, par exemple, typiquement un exemple de co-construction entre offreurs pour répondre à une problématique industrielle qui était celle de Barral, qui, avec le confinement, avait très rapidement besoin de fabriquer des masques chirurgicaux en grande quantité. Et donc, le défi a été relevé par des offreurs. C'est ce qu'on explique notamment dans cette actualité que l'on a publiée sur notre site internet. On a également, donc, c'est les webinaires, j'y reviendrai à la fin. Un certain nombre sont déjà programmés. Et puis, on a une page LinkedIn. Voilà. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Franck. Franck, si tu veux bien, en quelques mots, dire qui tu es avant de rentrer dans le détail. Tiens, j'ai perdu. Voilà. Franck, si tu veux bien. Oui, Franck Berruyer, donc société Val Digital, donc je suis créateur de la société avec des spécialités autour d'activités sur la fabrication additive. Je l'évoquerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Hein. Ok. Voilà. Donc le choc Covid qui a été vécu comme un accélérateur numérique, on a pris ça comme point de départ parce que je fais partie des personnes qui pensent que ce Covid crée une forme de charnière. Je te laisse cliquer, Bernard. Oui, donc on a parlé de confinement, voilà. Donc ce qu'on a tous en mémoire, c'est le Covid-19. Et Covid-19 sur l'industrie du futur, c'était une thématique, les industriels l'exploraient, expérimentaient, certains la pratiquaient. Le Covid-19, qu'est-ce que ça a provoqué finalement? Alors on parle d'une pandémie, mais finalement la conséquence pour chacun d'entre nous et toutes les organisations, ça a été un choc organisationnel planétaire. Voilà. Et confiné chez soi, il a fallu se rabattre sur le numérique pour continuer nos activités. Et ça a été un phénomène d'accélération qui a été vécu. Et aujourd'hui, on est post-confinement, alors quasi post-confinement. Qu'est-ce qui s'est passé? Des nouveaux comportements clients ont été acquis. Le click and collect, ça a été le grand message de transformation du commerce. Nouveau comportement de travailleurs. Les travailleurs ont goûté au télétravail et aujourd'hui, ils ne retourneront plus au bureau comme ils le faisaient auparavant, avant la pandémie. Ils réclament majoritairement 1 à 2 journées de télétravail par semaine. Et vu de l'industriel, il va falloir s'adapter à ces comportements précédents. Mais on parle aussi de problématiques de relocalisation. Il y a eu des besoins d'agir dans l'incertitude. L'agilité est un terme qui va devenir de plus en plus présent dans le discours des industriels. Alors, on en parlait beaucoup dans le développement informatique, mais aujourd'hui, ça devra infuser dans l'ensemble des strates et des modes de pensée des industriels. Voilà. Donc, le post-confinement, c'est de l'engagement vis-à-vis de ces technologies numériques. Voilà. Quand on parle de fabrication, quand on parle d'industrie, on a besoin, ou le besoin des industriels, et de répondre à des besoins de marché, des besoins plus ou moins formalisés et complexes. Donc ces besoins de marché pour viser des produits intermédiaires ou produits finis. Je te laisse avancer, Bernard. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir mettre en place des chaînes. Alors il y a 2 chaînes qui sont prépondérantes quand il s'agit de faire des fabrications. Une chaîne de conception, voilà, et une chaîne de fabrication. Alors aujourd'hui, on est plutôt zoomé sur la chaîne de conception. La fabrication, ce sera sur une autre opération. Et au cœur de la chaîne de conception, on retrouve quelque chose qui s'appelle la CAO, les logiciels ou les solutions de conception assistées par ordinateur. Ce qu'on va étudier, c'est les intrants de cette CAO. Alors, IT, l'idée, le sketch, le plan, ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Par contre, on va aborder le scan 3D. Le scan 3D plus les retouches. Voilà. Ensuite, dans la chaîne, on va intégrer la CAO. Donc, on va avoir une intervention sur la CAO. Et la CAO, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui vont permettre de faire de la simulation, c'est-à-dire de préparer le passage à ce qu'on pourrait appeler la physicalisation des objets, des produits. Et donc, il y a beaucoup d'outils de simulation. On va avoir des interventions sur ce sujet-là. Je te laisse poursuivre, Bernard. Ensuite, une étape qui est une étape de fabrication additive. Une étape de fabrication additive qui permet de donner une consistance physique à ce qui est un modèle numérique tant que c'est dans la CAO, qui va être à la fois un pied dans la conception, un pied dans la fabrication. Et on voit toujours des boucles de rétroaction. On teste des choses et on corrige. Et puis enfin, une dernière étape qui sera l'objet d'une intervention aussi, c'est le jumeau numérique. Le jumeau numérique, il a pour but de simuler des lignes automatisées et d'influencer encore une fois sur des CAO,
soit de pièces, soit de lignes, avant de programmer, de lancer ces lignes automatisées. Voilà. Donc ça va être le déroulé, et c'est ce graphique qui va nous guider dans ces présentations. Bah, merci Franck. Du coup, sans plus attendre, on va justement suivre ton graphique pour parler de scan 3D, notamment de retouches, et de modèles physiques au modèle numérique. Oula, tiens, j'ai un truc original. Modèle numérique, scan 3D, contrôle qualité des pièces avec Thierry Bozzoli. Donc Thierry, je te laisse C'est la bon, parole, décidément. vous m'entendez là, Oui, c'est bon? Oui. oui. Oui, donc pour me présenter, je m'appelle Thierry Bozzoli. Moi, je m'occupe du développement commercial de l'E3. Bon, j'ai quelques cheveux blancs, donc j'ai pas mal bourlingué dans le monde des services, aussi bien dans le développement commercial que dans la gestion de centres de profit. Voilà, pour me présenter. Voilà. Et j'ai rejoint l'E3 il y a 4 ans. Si tu veux avancer, Bernard. Oui. Voilà. Donc, Holo3 n'est pas une start-up, hein, puisqu'elle a été créée en 1986. Et notre ADN, c'est la recherche sur les technologies. Nous sommes un centre de recherche de référence nationale, même pour certaines technologies au-delà des frontières de l'Hexagone. Voilà. Et puis, depuis quelques années, nos technologies intéressent fortement le monde industriel. Donc, deux implantations, une à Ilkirch, spécialisée dans la réalité virtuelle, qui livre des applications clés en main de réalité virtuelle, et Saint-Louis, où nous avons notre siège, toute notre activité R&D, nos laboratoires. Et c'est là que nous avons développé une activité de machines de contrôle non destructif en ligne, automatisée, et une activité de service en métrologie sous l'enseigne Alsace Métrologie. À savoir que cette enseigne, nous la partageons aussi avec d'autres sociétés de l'écosystème régional. Hein, voilà, de façon à offrir une palette complète de services de métrologie aux industriels. Voilà. Tu peux avancer, Bernard. Hein, voilà. Donc, dans ces services de métrologie, on a une demande très forte dans ce qu'on appelle du reverse engineering, ou en français de la reconstruction CAO. Voilà. Donc, le reverse engineering, c'est tout simplement numériser des pièces qui n'ont pas de format numérique, de façon à les exploiter dans la chaîne digitale. J'ai mis quelques exemples. En haut, par exemple, c'est une pièce qui a plusieurs dizaines d'années d'une usine de production hydroélectrique. À l'époque, elle n'a pas été étudiée sous forme numérique. Le client n'a même pas les plans papier à jour. Voilà. Donc l'intérêt, c'était de reconstruire des pièces pour les remplacer. Au centre, ce sont des études pour des sièges de sécurité auto pour enfants. Le principe a été de mouler le dos d'enfants, enfin les parties à sécuriser. Nous avons digitalisé ces moules, et à partir de ces datas, le client a pu travailler et étudier des sièges. Voilà. Bon, j'ai mis aussi d'autres images pour dire il n'y a pas de limite dans la complexité ni dans les matériaux que nous pourrons scanner. Vous voyez, le monde de l'art est très friand sur des pièces très complexes de ce genre de technologie. Voilà, voilà ce qu'est le reverse engineering. Alors, les outils que nous utilisons en haut à gauche, c'est l'outil que nous utilisons le plus, c'est-à-dire des bras articulés de type hexagone ou pharo. Hein. Nous pouvons aussi utiliser des lasers trackers, hein, ce qu'on voit en haut à droite, dans des environnements particuliers ou sur des pièces très très grosses où on va scanner qu'une partie des pièces. Hein, voilà. Et puis, au LE3, nous sommes en mesure de mettre à disposition toute une batterie de détecteurs maison, voilà. Et notamment quand on a besoin de précision très très fine, quand on veut analyser des surfaces. Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes dans tout ce qui est analyse d'usinage, découpe, déformation, pas que de centres de recherche, hein, de services R&D d'industriels. Hein, voilà. Tu peux y aller, Bernard. Hop, Bernard. Oui. On va peut-être couper les vidéos parce que le son... Là, mon collègue métrologue, à partir d'un bras articulé, va scanner cette pièce. Hein. En l'occurrence, c'est une pièce assez complexe. C'est une prothèse médicale. Hein, voilà. Et à l'aide de l'écran, il s'assure qu'il va scanner complètement la pièce. En tout cas, ne pas oublier la moindre surface. Hein. On a un petit problème de... Non ? Très bien, mais bon, c'est pas grave. Hein. Enfin, on peut comprendre que ce nuage de points, il a quelque part, entre guillemets, des trous dans la raquette et qu'il n'est pas directement exploitable dans des systèmes type CAO, comme l'a évoqué Franck juste avant. Hein, voilà. Donc, le métrologue, après, va faire tout un travail de maillage, de reconstruction CAO, de façon à ce que ce soit complètement exploitable, et il va s'assurer que la pièce est conforme à la réalité, hein, de la pièce elle-même, qui ne va pas manquer de parties, de morceaux, de surface.
Voilà. Tu peux y aller, Bernard, oui. Voilà. De façon à générer un fichier. Là, par exemple, on est sur un format STL. Voilà, et cette pièce est parfaitement exploitable dans la chaîne digitale industrielle. Voilà. Donc, nous, notre travail part bien de scanner la pièce, de retravailler le nuage de points et de livrer un fichier, un standard industriel qui est directement exploitable derrière en aval dans la chaîne digitale. Voilà. Tu peux avancer, Bernard? Ouais. Voilà. Bon, les applications sont diverses et variées, là, du reverse engineering. Si tu veux cliquer, ouais, top. Ouais, voilà. Donc, la première utilisation est bien l'exploitation dans des systèmes CAO. Hein, on appelle ça du prototypage. Souvent, on va nous livrer la pièce prototype. On va la scanner, on va la digitaliser et elle va être directement exploitable en CAO pour de la construction mécanique, enfin pour une utilisation en étude spécifique au client. Hein, voilà. Si tu veux cliquer, voilà. Tu peux cliquer. Pardon, oui, pardon. Ouais. Moi, je veux bien. Hein. Tu cliques. Ah, on a un petit bug. Ouais. Je sais pas, à l'écran, moi, je vois l'ensemble des images. Voilà, toutes les images. Ouais, parce que, les images se déroulent, la rosace en partant de la droite. Hein, voilà. La deuxième image, c'est pour expliquer qu'on peut injecter directement ces fichiers dans des machines d'usinage type commande numérique et également dans des machines d'impression 3D. Voilà. L'image qui est en bas, où on voit une partie d'un barrage, c'est un grand intérêt aussi en termes de maintenance. Pour fabriquer de façon unitaire ou sur des petites séries des pièces qu'on ne trouve plus dans le commerce, hein, des pièces de maintenance. Ça arrive fréquemment sur des machines-outils, ça arrive beaucoup dans le monde de l'électrotechnique. Des pièces sont à refabriquer et elles ne sont plus commercialisées. Voilà. En bas à gauche, on voit une pièce complexe de chaudronnerie. Là, tout l'intérêt est de faire de la métrologie. Hein. Donc, ça intéresse tout le monde de la chaudronnerie, de la tôlerie, de la grosse mécanique, des grosses pièces métallurgiques. On peut imaginer que souvent ces pièces sont unitaires et vous pouvez imaginer et comprendre qu'un poste de métrologie spécifique serait compliqué et pourrait coûter très cher. Voilà. Donc, nous, on va scanner ces pièces, tout ou partie, et les comparer à l'alias CAO et donner aux clients les écarts éventuels par rapport à ces tolérances. Et dernière image, c'est l'utilisation dans le monde de la recherche régulièrement ou de la R&D. L'exemple qui est montré, c'est une éprouvette dans une machine de traction. Le client, ce qui l'intéressait, c'est le comportement de l'éprouvette, hein, au-delà de l'énergie de rupture. Voilà quelques exemples assez pertinents et assez généralisés du scan 3D. Si tu veux passer au scan, voilà. J'en profite aussi pour parler de notre autre activité. Hein. Donc aujourd'hui, nous livrons des équipements automatisés en ligne de contrôle qualité de type contrôle non destructif, hein, en nous associant avec des intégrateurs, notamment de la communauté, hein, comme Solutech et Bruno qui va intervenir un peu plus tard. Hein, enfin, voilà. Et aujourd'hui, nous commençons à avoir déjà quelques belles réussites et quelques maîtrises dans le contrôle d'aspect et dans le contrôle dimensionnel en ligne. Je parle notamment de l'environnement automobile avec des cadences assez infernales. Hein. Voilà très rapidement ce que Holo3 peut apporter, entre autres, hein, dans toute la digitalisation actuelle et dans l'objectif de l'usine du futur. Bon, en tout cas, je vous remercie de cette écoute hein, et de votre intérêt pour mes slides et je reste à votre disposition hein, pour répondre à vos questions. Voilà. Merci Thierry pour ton intervention. Parmi les questions, donc il y a Franck qui demandait, juste quand tu parlais de scan au début, quelle taille de pièce maximale tu peux numériser du coup, en fait, parce qu'on voit qu'il y a des... La limite, elle est plutôt dans le petit. D'accord. Parce que avec les bras laser, on peut être embêté pour aller chercher du petit. Et on le sait par expérience que quand on est sur des petites pièces, on est sur des précisions assez pointues. D'accord, voilà. Parce qu'on travaille notamment, on a pas mal de clients dans le monde du luxe, côté suisse romande. Hein, voilà. Et c'est là que peut être les limites. Et c'est là qu'on va utiliser des capteurs spécifiques de l'O3, type capteur à projection de frange, des choses comme ça. Voilà. Par contre, sur la dimension maxi, là, j'ai montré des exemples. J'ai montré un exemple de chaudronnerie. On peut aller faire du très très gros. Voilà, on intervient pour des gens comme Eiffage,
qui sont à Lauterbourg, comme ça, sur des très très grosses pièces de nucléaire, par exemple. Voilà. Par contre, ce qu'ils nous demandent sur des grosses pièces comme ça, on va souvent scanner qu'une partie, d'accord ? Les parties qui les intéressent, c'est celles qui veulent vraiment contrôler en termes de dimensionnel. D'accord. Voilà. Plusieurs remarques de Karim, Karim responsable des équipes maintenance à l'IUT et donc sur la formation, avec qui on avait d'ailleurs organisé un webinaire sur la maintenance prévisionnelle et non pas prédictive, qui fait remarquer que vaut mieux privilégier l'expression numérique à celle de digital, comme l'exprime le journal officiel, comme c'est indiqué dans la conversation. On mettra les liens utiles quand on fera le compte rendu. J'ai pris bien note de la remarque de Karim. Juste question de Franck, scan in situ ou chez Holo 3? Comment? J'ai pas compris, excuse-moi. Est-ce que les scans ils se font in situ ou chez Holo 3? Bon, c'est une prestation de service. Donc, on va privilégier de le faire dans nos laboratoires. La vidéo que j'ai passée, c'est dans notre laboratoire. Hein. Vous avez vu, on a des tables de métrologie et tout ça. Donc, il faut que les pièces restent relativement petites. Par contre, dans le cas de la pièce de chaudronnerie, on va sur place. Voilà. Donc, on privilégie aussi de le faire dans nos laboratoires parce que on répercute pas aux clients les coûts de déplacement. Hein, voilà. Mais on peut se déplacer. On va travailler régulièrement en Suisse. L'année dernière, avec un client, on a réceptionné complètement une ligne d'automatisme. Au fur et à mesure que les pièces sortaient, on les numérisait. Hein, j'ai bien écouté la remarque de Karim. Et puis, on lui donnait les résultats au client. Et c'est ce qui lui a permis de réceptionner la ligne quand elle était parfaite. Voilà. Ça se passait en région parisienne. Voilà. Bon, c'est pour ça que si vous avez vu sur le petit logo, j'ai mis qu'on intervient. On intervient essentiellement, je dirais, en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Grand Est, parce que au-delà, le déplacement peut être un problème. Mais on a des clients. On travaille par exemple pour Gébo qui est à Nantes. Chaque fois qu'ils ont une nouvelle ligne de production de bouteilles d'eau, la bouteille d'eau, le design, ils nous l'envoient et on la scanne et ils réalisent leur moule. Voilà. D'accord. Autre question avant de passer à l'intervention suivante. En maintenance indispensable pour les machines dites obsolètes, quid des propriétés mécaniques? Je pense que ça, on le verra peut-être un peu dans les interventions suivantes. Ça, c'est plutôt les interventions suivantes. Nous, on va nous livrer une pièce, on va la numériser. Alors, il y a aussi, il faudra tenir compte de l'usure ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'après, elle est retravaillée en CAO. Voilà. Okay. Mais aujourd'hui, on a énormément de demandes sur des machines-outils et dans le monde de l'électrotech, et là, je pense que tu peux comprendre, Bernard, où des pièces ne sont plus commercialisées par des gens comme Schneider ou Siemens. Ouais. Dans la haute tension, beaucoup de la haute tension. Je souhaite la bienvenue également à des gens qui nous ont rejoints depuis le séminaire, le webinaire qu'on enregistre en replay. Donc, si vous avez loupé le début, vous pourrez le retrouver dans le replay. Voilà, intervention suivante, on va continuer notre cheminement. Donc avec Pauline Minette, qui est d'Agi Solutions. Donc, Pauline, je te propose d'ouvrir ton micro et en quelques mots, juste nous dire qui tu es et sur quoi va porter ton intervention sur la création, la retouche du modèle économique. Oui, bonjour à tous. Alors, je me présente, oui, Pauline Minette. Donc, je suis ingénieure avant-vente chez Agi Solutions. Donc, en fait, Agi Solutions, nous, on est intégrateur et organisme de formation, en fait, pour tout ce qui est la solution SolidWorks de Dassault Systèmes. Donc, on s'occupe vraiment de vous accompagner en fait sur le choix des outils en adéquation avec votre process et puis tout ce qui est formation en adéquation aussi, hein, avec aussi la mise en place, si possible, d'audits méthodologiques pour vous aider à performer, ainsi qu'à disposition un support technique aussi si besoin. Donc, voilà. Okay. Donc là, pour la... Oui. Vas-y. Et donc là, en fait, je vais vous présenter aujourd'hui tout ce qui est création et retouche de modèles numériques. En l'occurrence, ce qu'on va parler, c'est aussi de manière générale introduire et puis voir un petit peu sur l'exemple de la prothèse, ce qu'on peut faire en fait dans SolidWorks. Voilà. Ok, c'est parti. C'est parti. Alors, donc, au niveau de la création et de retouche de modèles numériques, on parle beaucoup de rétroconception, ce qu'on a pu voir tout à l'heure. C'est aussi du reverse engineering. Ça permet effectivement dans SolidWorks de venir récupérer un fichier numérisé 3D de manière à le retravailler ou le retoucher. Donc, il y a plusieurs exemples. Là, on va voir qu'on a aussi le premier exemple, tout ce qui est rétroconception d'un objet physique. Si, par exemple, comme on a pu voir tout à l'heure, on souhaite refaire des plans ou tout simplement
fichier pour le réparer, ou encore optimiser en fait le fichier, c'est-à-dire l'optimiser de manière à enlever un maximum de matière ou le rendre plus performant. Ça peut être un deuxième point, un objet physique comme référence, comme ici la prothèse. Et ça peut être aussi comme un pivot dentaire, c'est-à-dire qu'on vient se greffer sur un outil ou un produit existant ou un organe existant de manière à créer un produit dans SolidWorks de A à Z en se basant dessus. Alors, ça peut être aussi une autre possibilité, donc là, ça ne va pas être de la rétroconception, c'est de se dire on vient recréer en fait de A à Z un produit dans SolidWorks, une pièce, de manière à le rendre fabricable pour la fabrication additive, parce qu'en fait, on ne peut pas tout simplement le rendre fabricable avec des moyens traditionnels, ou alors utiliser des matériaux beaucoup plus innovants. Et pour terminer, ça peut être tout simplement un scan pour afficher en fait une pièce supplémentaire dans un assemblage, parce qu'on a des besoins de créer des notices de montage, des vues éclatées, ou tout autre besoin, ou encore tout simplement des rendus. Donc effectivement, il y a plusieurs cas d'utilisation. Là, c'est les principaux, j'en passe. Dans cet exemple, au niveau du process, ce qu'on va voir, c'est qu'on va venir tout simplement importer le fichier numérisé de la prothèse dans SolidWorks. Il y a plusieurs types de formats. En l'occurrence, on va prendre le STL, qui est tout simplement en fait une géométrie d'une surface brute sous forme de triangle, qui est un maillage, dans lequel en fait on va pouvoir retoucher, une fois importé, le modèle. Alors, en termes de retouche, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, sur cet exemple, on va tout simplement le simplifier, le nettoyer, puisque là, on peut voir qu'effectivement, on a quelques déchirures au niveau de la tête de la prothèse. Et une fois que, du coup, on aura simplifié et nettoyé le fichier, on va pouvoir tout simplement l'exporter au format qu'on a besoin pour la continuité du process. Ici, en l'occurrence, pour la fabrication additive, on va l'exporter au format STL ou 3MF, pour ceux qui connaissent. Alors, on va voir ça en image dans SolidWorks. J'espère que ça sera assez fluide pour tout le monde. Donc, je viens ouvrir mon fichier. Je sélectionne le format, donc plusieurs formats disponibles. Au niveau des options, vous allez avoir la possibilité d'ouvrir tout simplement le fichier encore volumique, volume plein, surfacique, donc que des surfaces, pas d'épaisseur, ou effectivement graphique en fonction de la complexité du modèle. Ça va dépendre de comment a été numérisé en fait le fichier et aussi de sa forme géométrique. En l'occurrence, ici, au niveau de la prothèse, il va vous indiquer le nombre de facettes. Donc effectivement, plus le modèle va être compliqué, plus on aura de facettes. Et ensuite, il va vous indiquer si effectivement il peut l'ouvrir en volumique ou en surfacique. Tout va dépendre effectivement, comme je vous dis, de la forme géométrique. Là, il nous stipule que ça sera un corps surfacique, puisque effectivement, on peut voir qu'au niveau de la prothèse, on n'a pas de volume plein, c'est vide à l'intérieur, on n'a pas d'épaisseur, ça reste une surface. Alors, la première chose à faire dans SolidWorks, c'est de se dire de nettoyer un maximum la pièce. Donc, on a déjà un diagnostic d'import disponible pour voir si on peut voir si on a des faces défectueuses ou des discontinuités au niveau des arêtes. Là, en l'occurrence, on peut voir qu'effectivement, j'ai une discontinuité au niveau des arêtes, au niveau de la tête de la prothèse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je peux lancer une réparation automatique. Si la discontinuité est légère. Là, en l'occurrence, on a quand même pas mal de déchirures, donc en automatique, ça ne va pas fonctionner. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes outils à disposition dans SolidWorks pour les surfaces. Donc là, j'avance un petit peu au niveau de la vidéo, de manière à couper en fait la partie un petit peu déchirée pour avoir une surface propre. Et là, on se retrouve avec une arête circulaire, donc quelque chose vraiment de plus exploitable pour la suite, pour l'impression additive. Donc ici, une fois terminé, je vais enregistrer le modèle au format souhaité pour l'envoyer du coup à l'étape d'après. Alors, donc là, ce qu'on a pu voir, je veux juste récapituler 2-3 points. Donc, on a importé le modèle au format STL. Ça aurait pu être un autre format. Au niveau des retouches, on aurait pu très bien ajouter de l'épaisseur ou rendre la prothèse surfacique en volumique ou encore enlever de la matière en faisant des perçages. Donc, en fait, on peut vraiment faire différentes retouches en fonction de la nécessité qu'on a. Et puis, pour terminer, on va l'exporter dans un autre format en fonction du besoin. Et ici, ça va être de l'STL pour la fabrication additive. Donc voilà pour ma présentation. Alors, juste pour récapituler du coup par rapport à AgiSolutions, donc nous sommes intégrateurs effectivement de la partie de SolidWorks. Donc SolidWorks, sachez que ça propose, donc c'est un outil de CAO, de conception assistée par ordinateur, mais on peut retrouver du coup des outils liés à la simulation, qu'on verra justement juste après avec la topologie.
mais on propose aussi des outils tels que la gestion de données et puis effectivement toute la formation en adéquation pour pouvoir vous aider en fait à progresser et à avoir le bon niveau. Alors, aussi, sachez aussi depuis peu, c'est vraiment récent du coup, Agisolutions vient de fusionner avec du coup Visiative. Donc c'est la slide d'après, je ne sais plus si c'est en automatique. Voilà. Et du coup, maintenant, on va pouvoir regrouper donc nos équipes pour maintenant se retrouver pour Visiative Solutions. Donc voilà. Donc merci d'avoir écouté la présentation. Si vous avez des questions, je vais regarder aussi. Alors il y avait une question notamment de Karim qui se posait la question entre Visiative et Agisolutions. Bah, tu viendrais y répondre, donc c'est parfait. Et question de Karim qui se posait comment se passe le scan pour les prothèses dentaires. Alors, je pense que tu l'as montré un petit peu, mais... Alors, comment se passe ce scan pour les prothèses dentaires? Ça va vraiment dépendre en fait plutôt en amont, c'est-à-dire du scanner que vous allez avoir, qui va permettre effectivement, en fonction de la capacité du scanner, de numériser en fait une partie organique. Et à partir de là, en fait, vous allez récupérer, je dirais, un morceau de la mâchoire, par exemple, sur lequel vous allez pouvoir du coup retravailler dans SolidWorks. Le but, c'est vraiment d'avoir les éléments, les points majeurs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer en fait, tout simplement pour créer le produit dans SolidWorks. Donc, créer en fait la pièce qui vient se greffer en fait sur la dent, en l'occurrence. Ok, Karim, est-ce que tu es satisfait de la réponse ou tu veux... A priori, oui. Je lui donnerai la parole à la fin, de toute manière. Il aura des choses, ça m'intéressera d'avoir son point de vue à la fin. Merci en tout cas pour cette présentation. Je vous propose de passer à la partie suivante. Donc, on continue sur notre chemin autour de la CAO pour parler d'optimisation topologique, une autre approche de la situation numérique, justement avec Visiative et Dominique Agnurel. Dominique, c'est à toi. Je te laisse un peu te présenter et présenter du coup l'objet de ton intervention en fait. Merci Bernard. Bonjour à tous, heureux d'être avec vous. Donc moi j'ai le plaisir au sein du groupe Visiative et vous l'avez compris, je suis un collègue de Pauline en fait. Et donc moi j'ai le plaisir de m'occuper de toutes les offres simulation du groupe Dassault Systèmes. Je travaille avec une équipe d'experts que Pauline a rejoint d'ailleurs autour de la simulation numérique. Et donc effectivement l'offre Dassault est assez vaste. On va gérer les deux mondes, on va gérer le monde SolidWorks, on va gérer le monde CATIA. Et effectivement, on a la chance dans le monde SolidWorks d'avoir, je dirais, tous les outils que l'on retrouve dans la solution Simulia, qui est la solution de simulation numérique de Dassault. Et d'ailleurs, on a hérité pour l'optimisation topologique que je vais vous présenter de manière synthétique tout à l'heure, enfin dans la foulée, on va utiliser un solver que l'on appelle le solver Tosca. Mais il faut savoir aussi que dans l'environnement SolidWorks comme dans l'environnement CATIA, on utilise le célèbre solver Abacus. Et je pense que pour certains d'entre vous, c'est un nom qui vous parle, en analyse structurelle notamment. Voilà. Et donc, j'ai le plaisir de travailler avec une équipe de 7 personnes, 8 personnes maintenant avec Pauline, qui sont des business consultants où on accompagne les clients aussi bien dans la démarche de qualification, dans la démarche du besoin, jusqu'à la mise en production, l'exploitation, la formation et l'accompagnement des utilisateurs. Okay. C'est bon, Bernard. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, l'optimisation topologique, les simulations Simulia, je l'évoquais à l'instant. Deux principaux types d'optimisation, dont l'objectif est toujours de réduire la masse d'une pièce tout en respectant les contraintes mécaniques, l'optimisation paramétrique et l'optimisation topologique. La démarche dans l'optimisation topologique, de manière synthétique, on va avoir une conception initiale, on va faire une analyse de statique linéaire pour valider, on va faire l'étude topologique dans la foulée, le Tosca, le solver, va grignoter la matière, on va avoir une nouvelle conception sur laquelle on utilisera les surfaces modèle optimisé et on refera une validation finale en analyse structurelle avec la statique linéaire en l'occurrence pour finaliser le modèle. L'exemple que l'on a sous les yeux est un exemple qui est associé à un mécanisme d'ouverture de capot de véhicule. Donc on est dans l'environnement SolidWorks. Là, on va utiliser à la fois le solver qui est dans la solution de SolidWorks Simulation associé au solver Tosca qui lui est le solver topologique, que ce soit d'optimisation topologique linéaire ou non linéaire. Donc la
L'environnement SolidWorks, on va déjà isoler la pièce. On voit qu'elle a un aspect je dirais, de macro, où on va faire une première analyse de statique linéaire, on va définir les conditions limites, on va définir les de matériaux. Et bien, finalement, la limite élastique concernant la contrainte de Von-Mises, c'est de 55 MPa. Et aussi, dans cet environnement, de réduire la masse de manière importante, au moins d'être à 70% de la masse initiale qui est de 160 grammes. Le solver, la matière, il va analyser le volume dans sa globalité, mais on ne souhaite pas faire sur des zones fonctionnelles. Et pour cela, on va lui indiquer de manière très simple, je dirais, les zones de réservation, où on ne souhaite pas tout simplement que le solver grignote la matière. On va anticiper la fabrication. Là, on peut parler de fabrication ou de fabrication fictive. Dans le cas présent, on considère moulage ou forgeage. Donc, on va lui indiquer sur quelle face sera le plan de joint. Automatiquement, on va faire un maillage tétrier, le mailleur du solver Cosmos, pour ensuite lancer le solver Tosca qui va grignoter la matière, tout en restant bien sûr les objectifs que l'on lui a appliqués, l'analyse structurelle et en termes de résistance des matériaux, si je peux le dire comme ça. Donc là, on voit la côté. On est, je dirais, sur un format STL, donc stéréolithographique. On va être capable de visualiser le modèle puisqu'on est à la fois dans la pièce, dans l'assemblage, à l'autre. L'aspect qui a été optimisé dans l'environnement des autres pièces de ce mécanisme d'ouverture de capot. On va aller un petit peu plus loin. Tout à l'heure, Pauline parlait de surfaces qui nous permettent de tendre des surfaces sur du nuage de des surfaces sur effectivement ce modèle stéréolithographique géométrique, de manière dans l'assemblage ou dans son aspect. Et on voit bien entre le modèle initial et le modèle final qu'on a vraiment eu des gains et ça s'est fait de très rapide, un petit peu plus long que ce qu'on vient de voir, bien sûr. Je reviens sur la conception générative. Je parlais de Tosca. Tosca, on va le retrouver aussi dans l'environnement de la plateforme 3D Expérience de Dassault Systèmes. On va être capable d'appliquer cette conception générative dans l'analyse structurelle, mais aussi dans tout ce qui est analyse de fluide interne. Ça date de l'année dernière. On a des outils comme GDE et GDF sur la plateforme qui nous permettent aussi de faire l'optimisation topologique sur, je dirais, des applications plutôt associées à la mécanique des fluides. Visiative, on est dans le monde de l'ingénierie depuis plus de 30 ans. On est un partenaire reconnu, certifié de Dassault Systèmes. On est vraiment proche des enjeux industriels. On propose une gamme complète de conseils, d'accompagnement sur des solutions logicielles et matérielles associées, soit en station de travail, soit en imprimante 3D. On a une expertise technique au niveau de nos collaborateurs qui nous permet d'accompagner aujourd'hui, je dirais, nos 18 000 clients dans leur développement produit, que ce soit dans la CAO, dans la simulation numérique ou pour des projets de jumeaux numériques, tout type de process confondus. On a une plateforme Macan Service qui est un développement maison qui, associé à SolidWorks et CATIA, permet d'améliorer la productivité du bureau d'études pour tout ce qui est prise en charge des tâches, je dirais, à non-valeur ajoutée. Et puis, on a une équipe de formation qui est certifiée, c'est 250 personnes pour 470 certifications Dassault Systèmes qui nous permettent de proposer des cursus de formation standard ou expert. Je vous remercie de votre attention et j'espère avoir été suffisamment concis par rapport à vos explications, mais je suis à votre dispo pour vous en apporter bien d'autres. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. D'ores et déjà, bravo Thierry, Pauline et toi pour vos démonstrations qui sont assez claires, assez parlantes, enfin très visuelles. Je trouve que c'est vraiment sympa. Petite question, toujours de Karim qui pose la question. Alors, il y a un échange sur la filière dentaire et la filière et la chaîne industrielle qui ne se recoupe pas tout à fait. Question de Karim, est-ce que c'est compatible avec MSC Nastran logiciel utilisant la méthode des éléments finis? Alors, voilà. C'est d'une part compatible. Dès l'instant où, depuis MSC Nastran, on est capable de faire, je dirais, un output, soit du maillage, soit de la géométrie. Il faut savoir que l'environnement Abacus et l'environnement Cosmos sont deux environnements qui sont concurrents de MSC Nastran. De toute manière, il faut savoir que
côté Cosmos, on va utiliser uniquement un maillage type tétraédrique, alors que du côté Abacus, on va être capable, selon le type d'analyse et selon le type de précision que l'on souhaite, pour avoir la meilleure des fiabilités, on pourra choisir soit du maillage quad, soit du maillage hexa, soit du maillage tétra. Mais effectivement, on est capable aussi d'utiliser des informations ou des fichiers venant d'autres environnements, je dirais, d'analyse structurelle. On parle de Nastrom, on pourrait parler d'ANSYS, on pourrait parler d'Altair, on pourrait parler de plein d'autres outils. On est capable de faire des inputs à partir de données extérieures pour aller aussi faire une analyse structurelle dans l'environnement Abacus, par exemple. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense que ça a été assez complet. Oui, a priori, Karim a l'air toujours content de vos réponses expertes, en tout cas. Super. Voilà, je vous propose, du coup, comme je n'ai pas d'autres questions pour le moment, d'enchaîner sur l'intervention suivante. Donc, on continue notre petit voyage au pays de la CAO. Réussir son prototype du premier coup avec Franck Brément pour Brodex. Franck, c'est à toi. En quelques mots, si je peux dire qui tu es. Voilà, bonjour. Oui, Franck Brément. Donc moi, je suis plutôt mécanicien, je suis expert structure matériaux et donc gérant de la société Brodex. Alors juste, est-ce que les personnes en dehors de Franck et moi-même peuvent couper leur micro, pardon. Ça serait bien. Des fois, on a des petits sons. Ok, du coup, je passe la slide. C'est à toi. D'accord. Voilà. Donc Brodex est une société d'ingénierie qui est spécialisée en simulation numérique mécanique. Donc pour les industries, on va dire en général. Donc c'est vrai que moi je viens du milieu automobile, mais moi je m'adresse à tous les gens qui sont concernés par la mécanique. Et donc j'ai une spécialisation dans tout ce qui est conception optimale en prenant en compte les matériaux, le produit et le procédé. Donc avec une expertise de structure et matériaux. Et donc l'idée c'est vraiment d'interagir, de faire de la simulation le plus tôt possible dans la phase de conception pour faire les choix architecturaux le plus tôt possible et développer le produit, faire un produit qui marche et pouvoir intégrer de l'innovation quand c'est le moment. Donc les domaines que je traite classiquement, c'est tout ce qui est statique, vibratoire, fatigue, et puis des complexités un peu matériaux comme la plasticité, le fluage. Il y a la partie dynamique rapide, donc des chocs lents, des chocs rapides, des impacts, voire même de la balistique. Et puis des matériaux, tout ce qui est plastique, chargé fibre, chargé ou non chargé, les composites, les tissés, les fibres continues, les composites, on va dire, par exemple aéronautiques, et puis bien sûr les métaux. Donc là, on peut changer de transparent. Il y a un autre outil que je ne vais pas développer ici, mais c'est vraiment un outil remarquable qui est très récent, c'est le calcul sans maillage. Donc là, c'est vraiment dans les phases de prédimensionnement. C'est un outil qui permet d'évaluer la performance des concepts en CAO, vraiment en quelques clics. C'est vraiment du calcul à la minute, il n'y a pas de maillage et c'est des choses qui sont diablement efficaces. Mais voilà, on pourra parler derrière si ça vous intéresse. Donc là, on va repartir, on va changer de transparent. Oui, Bernard, on peut passer au suivant. Voilà. Et donc, l'outil incontournable, c'est l'optimisation topologique. Donc là, je ne vais pas détailler trop en avant parce que ça a été fait. C'est vraiment l'Optim Topo, c'est vraiment une très vieille technologie qui a déjà maintenant plus de 30 ans, enfin quasiment 30 ans. Donc, c'est des technologies matures. Et donc, c'est vraiment de mettre le bon matériau au bon endroit. Ces technos, elles sont compatibles avec tous les procédés traditionnels. Donc moi j'ai fait, l'exemple que je montre, c'est un exemple dans l'automobile sur des pièces injectées. C'est compatible aussi avec la fabrication additive. On peut s'en servir pour améliorer la robustesse de conception. C'est vraiment le but, c'est vraiment de trouver le compromis performance, masse et coût. Voilà, on peut changer de transparent. Bernard ? Oui. On peut changer de slide. Tu le vois pas à l'écran? Du coup, cas d'étude? Non, là, je suis toujours sur le. La slide a changé, tu la vois pas, mais la slide a changé. Ah. Il y a un peu de latence. Moi, je suis toujours sur l'Optim Topo, là. Qu'est-ce qui se passe?
Ah, voilà. Alors, donc là, je vais vous présenter un cas d'étude. On va rentrer vraiment dans l'exemple. C'est un cas d'étude dans le domaine de l'outillage. On pourrait dire c'est un cas d'échelle, ça pourrait être presque un cas d'école qui pourrait paraître simpliste. Donc, c'est vraiment supporter un équipement sur une machine-outil, un équipement assez lourd. Hein, donc, c'est une tête laser et donc, qui est soumise à la gravité. Et donc, on veut une précision de déplacement qui soit très, très forte et que l'équipement soit capable de supporter la masse de l'équipement. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir monter, démonter rapidement ces équipements sans s'y mettre à trois, d'amener des équipements de manutention et autres. Donc, le moyen utilisé, ça a été l'optimisation topologique. Donc, voilà, on va changer de slide. Voilà. Donc là, je montre directement les résultats. On va pas. Ça a été présenté un petit peu. La démarche a été présentée tout à l'heure par M. Anurel. Donc là, on est vraiment sur la première phase de cette étude. C'était le client qui disait moi, je veux rester sur un process de type mécano-soudure. Donc on voit à gauche la conception initiale de sa pièce, hein, ce qu'il faisait d'habitude. Donc une pièce mécano-soudée. Donc il y avait 6 pièces assemblées. Et avec les épaisseurs qu'il manipulait, la pièce faisait 26 kg. En faisant un petit peu d'optime topologique, on va dire assez basique et sans mettre trop d'intelligence, de réflexion là-dedans, on arrive à passer, toujours dans une version 6 pièces, à passer à une pièce qui fait 16 kg. Et puis en retravaillant les concepts, on arrive aussi rapidement à une deuxième version où par contre là on commence à faire des modifications un peu d'architecture où on passe sur une version à 4 pièces, mais 4 pièces et 8 kg. Donc on va dire assez facilement, voilà, en faisant travailler le logiciel, mais aussi en interprétant et en guidant l'outil, on est arrivé à cette pièce-là. Et donc c'est cette version-là que le client a choisi d'industrialiser. Bon, il n'est pas allé jusqu'au bout, mais il est allé, il a industrialisé une version à 11 kg. Donc, il a gagné, par rapport à ce qu'il faisait classiquement, il a gagné facilement 15 kg et il a gagné 2 pièces. Voilà. Et derrière, en fait, toujours avec le même type de simulation, c'est justement l'intérêt de l'Optime Topo. Quand je parlais de mettre le bon matériau au bon endroit, on a dit finalement, donc là, la solution mécano-soudée convenait très bien pour l'application du client, mais si on voulait aller plus loin en termes de gain masse, toujours avec le même type de simulation, hein, on est vraiment dans le même type de simulation, on va vers des solutions de type fabrication additive. Donc là, on est toujours dans des bases métalliques, par exemple, et on peut descendre à des pièces qui vont faire 4,2 kg. Donc là, le gain masse, voilà, on passe de 26 à 4,2 kg. Bon, en termes de prix, on ne va pas être du tout dans la même gamme de prix. Hein. Là, c'est plutôt des pièces aéronautiques. Donc, c'est peut-être un peu cher pour cette application, pour l'application soutenir fixation d'outillage. Mais derrière, on a testé d'autres combinaisons de matériaux et de procédés. Donc là, c'était un mixte fabrication additive et de fonderie 3D, où on a sorti une pièce qui faisait 5,5 kg. Qu'on peut comparer à une pièce de fonderie classique qui sortirait à 7 kg. Et donc là, la combinaison fabrication additive fonderie 3D, elle sort à des prix tout à fait compétitifs et cohérents avec l'application de supporter l'équipement laser dont j'ai parlé précédemment. Donc juste pour dire qu'en fait, l'optime topologique ou la simulation numérique, c'est des outils numériques performants, mais ce n'est pas qu'une boîte à outils. Derrière, il faut des hommes derrière l'outil de simulation pour interpréter et malgré tout réfléchir. Ce n'est pas simplement faire mouliner bêtement la simulation, faire clic-clic, et puis il faut réfléchir et il faut échanger avec les hommes process, avec les hommes matériaux et responsables du produit pour développer une solution qui marche. Voilà. Alors ça, c'est une autre application. Donc là, on est sur un bras qui va en bout de robot. C'est un bras de manipulation.
Et donc là, ce que je vais montrer, là, donc ça, c'est après l'Optime Topo. Hein, donc là, il y a eu des gammas aussi importants sur cette application-là. Mais la fabrication additive, surtout métallique, donc on génère de grosses déformations de pièces qui peuvent produire des pièces mauvaises ou même des pièces impossibles à fabriquer. Et donc par la simulation, on peut prédire le champ de déformation de la pièce, donc voir est-ce que la pièce va être bonne, est-ce qu'elle va emmagasiner des contraintes résiduelles ou pas. Donc voilà, même sur des pièces de géométrie complexe, il y a des techniques de simulation qui permettent de vérifier que la pièce va être bonne. Vas-y Bernard, on peut changer de transparent. Voilà, donc, voilà, donc l'idée c'est vraiment de développer ensemble la pièce du premier coup. On parlait de développer un prototype, mais si on la développe mieux du premier coup, c'est plus un prototype, ça va être la pièce à produire. Et donc Brodex, c'est 25 ans d'expérience dans l'ingénierie et dans l'innovation, matériaux, produits, process. Donc pourquoi pas travailler ensemble pour vous aider à développer vos pièces plus rapidement. Je vous remercie pour votre attention. Ok, ben merci Franck pour cette présentation à nouveau très visuelle, très parlante. Il y a eu pas mal d'échanges entre notamment Karim et Pascal. Alors Pascal, si tu veux bien peut-être ouvrir ton micro et résumer un peu les deux échanges que vous avez eus ensemble. Oui, volontiers. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, très bien. Ah, parfait, effectivement. Donc, et juste, tu es qui Pascal juste précise, parce que moi je sais, mais peut-être pas les autres. pas de problème. Donc, moi je suis directeur de la région Est chez Visiative, et donc membre des offreurs de longue date. Et donc, je répondais à deux questions. Une de Stéphane qui était peut-on utiliser ponctuellement les solutions de simulation? Donc, pour certaines d'elles, oui, c'est possible, parce qu'elles existent d'abord en mode SaaS. Donc, ça veut dire que mode SaaS, pour ceux qui ne savent pas, ça permet, le logiciel est hébergé chez l'éditeur et on le loue pour une durée courte. On loue également les ressources de calcul, souvent, qui sont associées, c'est-à-dire pas besoin d'avoir des gros serveurs. Les ressources et le logiciel sont fournis par l'éditeur. Donc ça, c'est la première question qu'il y avait. Et la deuxième de Karim était plus de savoir est-ce qu'on peut mettre les produits dans des environnements, par exemple, vibratoires et travailler sur les problématiques de fatigue. Donc lui, effectivement, c'est l'idée des outils de simulation, c'est de pouvoir, entre guillemets, simuler la vie réelle, mais à l'écran. Et donc, l'ensemble des phénomènes physiques qu'on peut rencontrer dans la vie réelle peuvent généralement être simulés de manière numérique. Voilà. Alors, il y a une autre question de Karim. Les pièces multimatériaux à gradient fonctionnel dont la composition et la microstructure du matériau changent graduellement à l'intérieur de la pièce. Est-ce que cela permet de réaliser des gradients de propriété au niveau mécanique? Je ne sais pas répondre à votre question, Karim. Non, trop technique pour moi. Dominique et son équipe d'experts sauront prendre en compte et répondre. On peut vous répondre en aparté, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Donc ce sera fait en aparté avec Dominique qui est intervenu précédemment. Ok, oui. Ben s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose
l'intervention suivante, on va retrouver Franck qui va nous parler, continuer notre parcours autour de la CAO et pour parler de fabrication et de fabrication additive plus particulièrement. Donc Franck, je te laisse la parole. Ok, écoute, vas-y, lance tout de suite. De toute façon, je vais présenter rapidement. Alors, un rappel rapide, qu'est-ce que c'est que la fabrication additive? Une définition normalisée, l'ensemble des procédés permettant de fabriquer, couche, par ajout de matière, un objet physique à partir d'un objet numérique. Alors, dans les étapes suivantes, on a vu le scan, on a vu la modélisation, aussi l'optimisation. Là, on vient de voir 2 étapes de modélisation. Tout ça pour aboutir à un maillage. Et on va s'intéresser aux éléments qui sont en vert là. Et dans la fabrication additive, il faut trancher l'objet en couches, donc le décrire sous forme décrire l'objet sous forme d'instruction de contrôle machine pour le fabriquer. On a 7 procédés normalisés qui ont tous leur raison d'être. On va travailler des matériaux comme des composites, du métal, de la cire, du sable, du plâtre, de la céramique, du papier et d'autres encore. On a des niveaux de précision depuis quelques micromètres, des volumes de fabrication jusqu'à plusieurs mètres cubes, des vitesses de fabrication différentes, de la couleur. Chaque procédé a sa raison d'être. On va regarder plutôt le procédé en rouge aujourd'hui, c'est le procédé dit FDM. C'est un filament de matière qui est extrudé au travers d'une buse chauffée. C'est un procédé qui est plutôt reconnu comme simple et efficace pour les applications industrielles, et notamment la fabrication en plastique, composite et désormais en métal. Donc dans l'industrie, tous les services sont concernés. Ça, faut pas se dire c'est réservé à un secteur particulier. Donc la fabrication additive va permettre de mieux concevoir et de fabriquer différemment de façon agile. Et les impacts industriels, on va les retrouver dans le prototypage, dans l'outillage des opérations de fabrication, dans la fabrication de pièces, de composants et dans les pièces de maintenance, pièces amélioratives. Alors ici, on va commencer par le prototypage. Donc sont concernés le bureau d'études conception, le design, le marketing produit. Là, on est face à un boîtier de batterie de recharge pour smartphone. C'est du PETG chargé carbone, une fabrication qui sera industrialisée via injection ABS. On est sur une validation de conception ici. Alors ici, sur un outillage, alors les services concernés, c'est les services méthode et fabrication dans l'industrie, mais aussi les méthodes de maintenance et la qualité. En fin de ligne, un assemblage est disposé sur le gabarit pour valider sa conformité dimensionnelle. Sa couleur bleue, alors ici, ça peut jouer le rôle de détrompeur du gabarit. C'est un grand classique. Et ensuite, en 2, la fixation de montage qui permet d'assurer et de guider les assemblages manuels. Un gabarit de grande taille réalisé en fabrication additive est particulièrement compétitif par rapport à d'autres technologies. Là, on a un gabarit ou une fixation qui fait 800 mm de long. C'est une belle bête, quoi. Voilà, alors ici, sur encore de l'outillage, un moule de formage de savon en laiton qui est remplacé par un moule en fabrication additive pour aucune différence de rendu. Oui, aucune différence de rendu perceptible sur le produit. Fini, et le fabricant envisage maintenant des formes personnalisées pour ses clients. Ensuite, les services de fabrication et production sont concernés. On est sur une attache de structure pour un chapiteau, remplacement d'une pièce aluminium par un composite plus léger de type polypropylène chargé de fibre de verre à 30% pour une même résistance. Alors, il a fallu scier la pièce pour récupérer les inserts. Il était impossible de la briser. Et à droite, on a un zoom sur la structure intérieure. On voit des périmètres extérieurs, on en a 6, et un remplissage rectiligne à 60%. Voilà, et ça participe à la résistance mécanique. Ici, encore une fabrication. On est sur de l'attache métallique en inox, une pièce avec un filetage et une rotule, le tout assez compliqué à usiner. Priorité rapidité au détriment de la finition. Pour une fabrication en série, c'est le choix du client. Alors, le filament, il est composé à 80% de particules d'inox et 20% de liant. La pièce est fabriquée comme une matière plastique et ensuite elle est fritée dans un four à très haute température pour éliminer le liant et fusionner les particules métalliques. Voilà, et ensuite un dernier volet, les pièces de maintenance et d'adaptation. Là, c'est les services de maintenance, les moyens généraux, services de sécurité qui vont être intéressés. Ici, on a l'amélioration de Talkie-Walkie pour pouvoir les utiliser avec des gants. Voilà, un peu un problème de conception initiale. Talkie-Walkie Motorola, on y rajoute 2 pièces réalisées en fabrication additive, dont une qui est sérigraphiée, un vissage et ça nous donne un Talkie-Walkie adapté pour les chantiers.
Et enfin, pour boucler la boucle sur la pièce qui avait été l'objet du scan 3D, donc la pièce qui a été dressée sur un lit d'impression, c'est un choix qui a été fait. Et là, on peut regarder ce qu'on appelle le slicing, le découpage. On a des supports en verre, la pièce qui est déposée en rose, et là, on a ce qui va être le déroulé de fabrication depuis la base jusqu'à la finalisation de la pièce. Voilà. Voilà. Et pour conclure, quel parcours d'intégration pour les industriels ? En un, acquérir un socle de connaissances, comprendre les règles de conception, découvrir les matières pour réussir à répéter ces fabrications. En deux, choisir des machines. Qui peut le plus, peut le moins n'est pas la bonne règle. Il faut choisir une ou plusieurs machines en regard de ses besoins de fabrication. De la pratique, en fabrication additive, on apprend de ses erreurs, il faut explorer, tester encore et encore. Et puis enfin, se faire accompagner. Un expert identifiera aisément les gains de temps ou de poids matière sur une pièce. Voilà, c'est une des clés. Et aujourd'hui, moi, je représente pour ce webinaire 3 sociétés. Ma société, à savoir Val Digital, avec ses activités d'agent commercial et de conseil en fabrication additive, dans un territoire prioritairement Grand Est. Alchimie, qui est un pionnier de la fabrication additive en France et qui fabrique des machines depuis 1 litre jusqu'à plusieurs mètres cubes. Alchimie fait aussi des fabrications en petite et moyenne série et plutôt des fabrications exigeantes. Voilà, d'autres acteurs font d'autres fabrications plus simples. Et OpenEdge est un centre de formation et de recherche académique qui accompagne aussi les industriels dans leur parcours d'intégration. Ok, Voilà. Merci Franck pour cette présentation qui effectivement illustre un peu mieux ce qu'on entend et ce qu'on appelle la fabrication additive. Alors dans le chat, une conversation juste sur température pour la fusion du liant avec réponse de Pascal. Ah non, oui. Donc question de Karim, température pour la fusion du liant. Franck, alors c'est pour quel liant ? On est sur les fabrications métalliques ou les fabrications plastiques ? Parce que là, ça change du tout. Karim. Métallique, s'il te plaît. Métallique, je n'ai pas le détail, mais globalement, on le passe en four de fusion. Il va y avoir 2 étapes. Une étape où le liant va s'évaporer, grosso modo, et en s'évaporant, la pièce va se compacter, va se rétracter, c'est normal. Et du fait des fortes températures, elle va se lier. Voilà. Mais il y a des calculs qui permettent de déterminer en fonction d'une topologie de pièces les rétrains qui vont être obtenus. Donc, ça se compense en termes de CAO. Et puis sinon, Karim, toujours sensible au vocabulaire et à l'expression française, entre usinage ou fabrication suppressive, est-ce qu'on est dans du langage branché ? C'est vrai que on s'y perd parfois. Et puis donc réponse soustractive. Réponse de Nathalie entre 1200 et 1400 degrés, voilà, pour répondre plus précisément du coup à la question de Karim. Voilà, je vous propose de passer à l'intervention suivante. Donc on continue notre parcours de la CAO après la fabrication additive, entre conception et fabrication, jumeaux numériques, ligne automatisée, la validation virtuelle de la machine. Du coup, Bruno, je te laisse un peu te présenter et assurer ta présentation. Voilà. Je suis Belten, président de Solutech. On va revenir effectivement à la fin de la présentation à la société Solutech. Donc moi, effectivement, je vais vous parler de la partie jumeaux numériques et puis effectivement ensuite de la partie ligne automatisée. Donc tu peux commencer. Prends ton souffle. Donc effectivement, le jumeau numérique, le constat qu'on a, donc sur le haut de la slide, vous voyez le cheminement prévu pour une affaire standard. Donc, mécanique, électricité. On a l'appro du matériel mécanique, le montage mécanique, la programmation, l'électricité qui suit son cours, les essais et les mises au point en atelier avec la FAT, la livraison, l'assistance en production. Là, on va dire, c'est globalement dans un monde réel, dans un monde théorique, pardon, dans le monde des bisounours à la rigueur, excusez-moi. Et en dessous, on a le réel de ce qui se passe dans l'affaire, donc l'avant-vente et la au même endroit. Ce qu'on constate, c'est que la partie conception mécanique, l'automatisme, l'électricité prend plus de temps. L'appro matériel, la partie câblage, montage, de temps. La partie elle permet. En ce moment, avec le Covid, on constate de plus en plus de retard, de délai de livraison sur du matériel. Donc, ce qui fait que la partie essai
est réduit à quasiment peau de chagrin. Le client, il veut toujours la machine au même moment, ce qui fait que la finalisation, la mise au point, elle se fait chez le client. Et donc, ça symbolise bien le slide. On a le planning qui sort du slide. Donc, effectivement, on perd du temps et on n'arrive pas à assurer les délais et on perd beaucoup de temps. Donc, la question à se poser, voilà, je vous montrerai comment digitaliser. Est-ce que Donc, parmi en vous, il y haut, en a je qui vais touchent leur micro, pardon, qui touchent leur micro, donc si vous pouviez juste couper le son, du coup, pour les autres personnes. je vous ai remis le cheminement prévu de l'affaire comme on avait vu au slide précédent. Et en dessous, j'ai rajouté donc la partie cheminement d'une affaire avec la digitalisation. Donc la digitalisation, le jumeau numérique peut intervenir dans différentes phases. Donc comme vous le voyez, il peut intervenir en avant-vente. Ça permet de valider le concept, de valider les cadences aussi d'une manière numérique, théorique par rapport, pour être sûr que ce qu'on propose au client, effectivement, tient la route. On a cette partie de validation de concept de cadence qui permet aussi d'avoir un gain dans la partie conception mécanique, l'automatisme et l'électricité. Donc après, effectivement, ça laisse le temps de faire les appros matériels, le montage, le câblage et ainsi de suite. La programmation, elle, se fait effectivement en même temps. Par contre, là où le jumeau numérique vient intervenir, c'est dans le rectangle jaune, la partie simulation, où on va effectivement modéliser la machine, la tester numériquement en termes de cadence, de mouvement et ainsi de suite, ce qui fait qu'on peut respecter les essais, on peut minimiser les essais ateliers, respecter donc la date de livraison et effectivement, au bout, avoir un gain. Donc, les objectifs par rapport à la machine, c'est principalement la mise en service virtuel, avoir une mise en production plus efficace. Là où c'est encore plus intéressant, c'est dans la modification de machines existantes. C'est les tests en atelier, ils sont impossibles parce que la machine, elle existe. Donc, on peut faire une mise en service virtuelle et ainsi, effectivement, avoir une mise en production plus rapide, sans temps d'arrêt illimité, parce que les temps d'arrêt chez les clients, effectivement, sont toujours très limités. En avant-vente, ça a la validation des cadences et de la choix. Donc là, je vous fais passer une petite vidéo, principalement donc, tout le cheminement d'un projet. Donc, on part de la conception 3D. Donc ici, on est avec qu'on utilise, on peut récupérer un petit CAO fichier. Donc là, vous êtes en train de concevoir. C'est un empileur de sachets chez un œuvre, chez un client. En plus, dans un cas de figure où on a dû un client sur une machine existante. Donc là, la suite, là, ça un petit peu quelques ratés, voilà. Donc là, on a la session virtuelle. Vous avez à gauche de tester son programme. Au milieu, on a une petite simulation du mot numérique, donc qui permet de suivre le fonctionnement de la machine virtuellement, pardon. Et à droite, on a une vue sur la partie, donc on en voit en détail dans la suite de la vidéo les différentes étapes. Donc on a récupéré le 3D, on l'a modélisé, paramétré, logiciel NX. Pour la petite histoire, effectivement, on utilise tout. Il y a Portal pour la programmation. Donc là, vous voyez sur la vidéo, à droite, le NX-MCD, donc sur la partie, le step 3D qu'on a récupéré, qui a été paramétré et animé. Et à gauche, donc la partie et la simulation. C'est une vue de la partie opérative, donc virtuelle, c'est-à-dire qui est en communication avec l'automate et le logiciel. Quelques mots sur Solutech, donc nos activités, l'automatisme, de l'informatique industrielle, de la robotique et de la conception de machines spéciales. Donc on est basé à Rosheim, on est 30 personnes. On a 20 ans cette année, on travaille principalement sur le Bas-Rhin, disons sur le Grand Est, et effectivement en membre historique de la communauté des offreurs de solutions et puis partenaire Siemens. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière un peu rapide peut-être. Merci beaucoup Bruno pour cette présentation. Alors, remarque de Karim dans le cadre du jumeau, on finira par intégrer la maintenance et la conception, on n'entendra plus
ça a été conçu comme un ingénieur, voilà, en gros. Effectivement, ça fait partie des évolutions. Est-ce que j'ai pas d'autres questions, Bruno? Ça a semblé clair, en tout cas, ce que tu as présenté. Je trouve assez Si j'ai impressionnant été clair, d'ailleurs. c'est bien. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, et avant de clore, alors je reviens sur pardon, avant de clore, moi j'aimerais bien avoir, du coup, Karim, si tu veux bien ouvrir juste peut-être ta vidéo et ton micro pour un petit interview en live, hein, parce que c'est intéressant. Déjà peut-être te présenter rapidement en tant que responsable d'un cursus maintenance. Donc si tu peux peut-être présenter le cursus rapidement. Alors Bernard, j'espère que tu ne fais pas une erreur en me donnant la parole, hein. Tu sais Non, que je non, suis non, très non, mal. non, 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 je peux t'enlever le micro, donc Donc, ça va. n'hésite Mm. pas à me Oui, couper, hein. oui, oui. Donc, je suis Karim Khalfan de l'Institut universitaire de technologie Louis Pasteur, donc Université de Strasbourg. Nous sommes à Schiltigheim et nous avons donc des formations en maintenance, DUT, et puis à la rentrée, bachelor universitaire de technologie, puisque ça évolue, et puis des licences professionnelles qui seront intégrées dans le nouveau parcours. Ah, donc, oui, je suis aussi le délégué Alsace de l'Association française des ingénieurs responsables de maintenance, d'où mon intérêt pour la partie maintenance. Alors Voilà. justement, ma question, c'est finalement, qu'est-ce que tu retiens de ce qui a été présenté, à part les effets vocabulaires? Alors, très, très bien. Moi, désolé, hein, il n'y a que moi qui parle, mais bon. Non, 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 mais Non, j'ai énormément apprécié parce que ce sont les évolutions. Donc, si on remonte dans ce qui est encore frais dans la mémoire, c'est-à-dire le jumeau numérique, et donc le jumeau numérique, eh ben, ça permettra justement d'éviter les erreurs de conception, parce que très souvent, hein, on oublie la maintenance. On dit aux ingénieurs, ben, vous concevez, et puis chacun sa merde, hein, c'est pas moi qui maintiens. Et on se retrouve avec des conceptions où il y a 1 heure et demie de démontage pour une pièce d'usure. Donc non, c'est pas possible. On m'a fait visiter une usine en virtuel et j'ai été assez amusé parce que je vois un moteur situé à 4 mètres. Donc je pose la question, comment on fait pour aller là-haut? Réponse de là. Bon, c'est une personne que je connais bien qui me fait visiter. Il dit, oh merde, personne ne m'a jamais fait cette remarque. Donc c'est vrai qu'avec une vision maintenance, eh bien, par exemple, est-ce que la main passe ou pas? Ça paraît trivial, mais il y a des conceptions où c'est assez difficile. Donc le jumeau numérique, oui. Pour le re-engineering, c'est formidable. Bah, ça évite d'avoir des machines qui sont devant la porte et on se rend compte que ça ne passera pas. Personne n'y avait pensé. Voilà. Et donc, ce genre de bêtises, je trouve que c'est assez fabuleux. Pour la partie, je dirais, impression additive, alors j'aime bien les nouveaux mots, hein. Dans les cocktails, hein, on a des mots comme ça qui passent bien. Et comme je disais, j'ai entendu fabrication suppressive à la place d'usinage. C'est pour ça que j'ai posé la question avec un brin d'humour. Mais effectivement, il y avait une bonne remarque. Le but, c'est le but, c'est de ne pas avoir un langage branché, mais d'être compris par les clients. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, cette partie fabrication additive, très souvent, la question qui se pose, c'est quand on a du multimatériau, les propriétés mécaniques. Et pourquoi maintenant on est sensible? Eh bien parce qu'on a des machines qui sont obsolètes. Et qui dit obsolète ne veut pas dire vétuste, mais il n'y a plus de possibilité d'avoir de pièces de rechange. Et là, il n'y a pas d'autre solution que la fabrication additive. Et donc, les propriétés mécaniques, c'est toujours à l'ordre du jour, surtout quand on fait du multimatériau. Et donc, j'ai déjà eu ces discussions avec Franck, mais c'est important parce que c'est vraiment utile pour nous en maintenance. Le dernier point que je voulais dire aussi, ça y est, ça m'a échappé. Donc, c'était de l'impromptu, oui, voilà. Hein, donc c'est normal. Oui, voilà, c'est pas grave. Ça me reviendra. Ah oui, pour juste la remarque sur le dentaire, l'impression 3D. Ou fabrication additive, pardon. Le problème des moules qu'on utilise pourquoi je le sais, parce que je suis concerné, le problème des empreintes que l'on réalise, eh bien, mécaniquement, quand on retire l'empreinte, il peut y avoir des déformations et du coup, quand on arrive à des âges comme les miens, l'empreinte ne peut pas coller pile poil par rapport à la prothèse, alors qu'avec un scan, c'est fini, il n'y a plus de... Donc, à mon avis, ça va se développer. Et quand on pose la question, on dit « Ah non, non, mais
Pour l'instant, ça coûte très cher, oui. On préfère faire revenir le patient plutôt que d'avoir un truc qui colle pile poil dès le début. Or, en partant d'un scan numérique, si je dis des bêtises, on me dit, hein. Alors oui, voilà, on peut faire de la tomographie, mais si, le tout, c'est d'avoir une base qui soit numérique, soucis mécaniques liés au retrait. Voilà, je me tais. Voilà, bah merci en Merci tout pour la- cas. Non, merci Karim, c'était intéressant d'avoir ton retour en tant qu'enseignant. Effectivement, on est richement doté dans le Grand Est d'experts et d'offres de solutions sur ces domaines-là. Ben, je vous remercie les uns les autres et notamment tous les intervenants. Donc réaction de Franck à l'intervention de Karim. La simulation n'est pas qu'une question de logiciel, mais surtout d'expertise. Ouais, effectivement, c'est de l'accompagnement de l'écoute client dont il est quand même beaucoup question également. En tout cas, merci aux intervenants d'avoir tenu le timing. Et puis donc un petit rappel avant de nous quitter sur les prochains webinaires. Donc c'était aujourd'hui le premier des webinaires. Donc le 24 juin, on aura un webinaire sur les stratégies autour des objets connectés industriels. Le 30 septembre, l'usine en ligne et les îlots connectés optimisés. Le 19 octobre sur l'humain au cœur de la transformation industrielle. Voilà, vous retrouverez tous ces webinaires et des détails et les inscriptions sur le site des Offer Solutions, dont l'adresse apparaît à l'écran. Voilà, donc n'hésitez pas à vous y inscrire, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Le replay il sera mis en ligne, je pense, d'ici la semaine prochaine, et on informera notamment les participants et nos collègues offreurs de cette mise en ligne. Voilà. Alors, il y a le salon CPM à Colmar. Je pense que certains d'entre vous seront sûrement présents. Il y en a un suppose. certain nombre qui y sont et qui exposent également, tout à fait. Et puis aussi, donc, le salon Global Industrie à Lyon au mois de septembre. Oui, une très grosse manifestation. Voilà. Tout à fait, Karim. En tout cas, merci à vous tous, merci à nos intervenants, merci aux participants. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bon appétit et à très bientôt, notamment, j'espère, dans nos prochains webinaires. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup à toi, Bernard. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Au revoir. Allez, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Ouais, bonne journée.